Salut à tous! Depuis des décennies, le détroit d'Ormuz est le corridor énergétique le plus dangereux au monde, une étroite voie maritime par laquelle transite 20% du pétrole mondial chaque jour. Mais au cours des dernières 72 heures, quelque chose a changé. L'Iran a lancé l'une des plus vastes attaques aériennes jamais menées contre Israël. Des missiles ont franchi le célèbre système de défense du dôme de fer d'Israël. Des explosions ont frappé l'intérieur du territoire israélien. Et pendant que le monde regarde le Moyen-Orient s'embraser, la Corée du Nord vient d'envoyer un avertissement à Washington. Ce conflit pourrait être en train de dépasser largement le cadre d'une guerre régionale. Et à Washington, certaines des voix les plus bruyantes parlaient encore comme si une conférence de presse pouvait intercepter des missiles. Pendant des années, l'affrontement entre Israël et l'Iran s'est surtout déroulé dans l'ombre. Des cyberopérations, des missions de renseignement clandestines et des frappes menées par l'intermédiaire de forces régionales alliées ont défini cette rivalité. Les deux camps ont échangé des accusations de sabotage, d'assassinats ciblés et d'attaques contre des infrastructures stratégiques à travers le Moyen-Orient. Pourtant, malgré la tension, une confrontation militaire directe entre les deux États demeurait rare. Cela a changé en une seule nuit. À la suite d'une série de frappes contre des cibles liées à l'Iran en Syrie, Téhéran a répondu par ce que des analystes ont décrit comme l'une des plus grandes offensives aériennes jamais dirigées contre le territoire israélien. La riposte s'est déroulée par vagues avec des missiles et des charges explosives lancées vers plusieurs endroits. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans les villes israéliennes pendant que les systèmes de défense s'activaient. Des missiles ont traversé le ciel nocturne pendant que les tentatives d'interception illuminaient l'horizon. Parmi les armes qui auraient été utilisées figuraient des sous-munitions à dispersion conçues pour répandre de multiples charges explosives sur une vaste zone, augmentant les chances de frapper des infrastructures critiques. Malgré la présence de réseaux de défense aérienne avancés, plusieurs projectiles ont réussi à atteindre le territoire israélien. Des explosions ont été signalées à plusieurs endroits, alors que des débris et des ondes de choc suivaient le barrage. Pour les habitants qui regardaient le ciel cette nuit-là, l'ampleur de l'attaque ne faisait aucun doute. La longue guerre de l'ombre venait soudainement d'éclater en confrontation ouverte. Depuis plus d'une décennie, un système est devenu le symbole du bouclier défensif d'Israël contre les roquettes entrantes, le dôme de fer. Conçu pour intercepter les roquettes et les obus d'artillerie avant qu'ils n'atteignent les zones peuplées, le dôme de fer a démontré un taux de réussite élevé lors de conflits précédents. À l'aide d'un radar de suivi et d'algorithmes prédictifs, le système calcule si un projectile entrant va frapper une zone habitée. S'il détermine qu'une menace existe, un missile intercepteur est lancé pour détruire la cible en plein vol. Lors de confrontations antérieures, cette technologie a aidé à neutraliser des milliers de roquettes entrantes. Mais la nuit du barrage iranien a semblé différente. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des interceptions spectaculaires illuminant le ciel au-dessus des villes israéliennes. De brillants arcs de missiles intercepteurs s'élevaient à la rencontre des menaces entrantes, suivies d'éclairs lorsque des explosions marquaient des interceptions réussies. Pourtant, certaines images révélaient aussi autre chose. Plusieurs projectiles semblaient échapper à l'interception et frapper le sol. Des boules de feu et des ondes de choc étaient visibles à plusieurs endroits, ce qui laissait croire qu'au moins certains missiles avaient percé le bouclier défensif. Les analystes ont commencé à examiner l'ampleur de l'attaque. Les forces iraniennes semblaient avoir employé une tactique de saturation, en lançant un grand nombre de missiles simultanément afin de submerger les systèmes de défense. Même les défenses les plus avancées ont leurs limites, surtout lorsque les intercepteurs doivent être répartis entre plusieurs menaces entrantes. Un autre facteur peut être été la nature des cibles. Contrairement aux conflits précédents, dominés par des roquettes non guidées, certains des projectiles entrants semblaient viser des emplacements stratégiques précis, signalant un virage vers des stratégies de ciblage plus délibérées. À mesure que les analystes examinaient la répartition des impacts, une autre possibilité a commencé à émerger. Certains rapports
suggérait que le barrage de missiles n'avait pas été dirigé au hasard sur le territoire israélien. Au contraire, plusieurs des projectiles semblaient avoir été dirigés vers des éléments précis d'infrastructures militaires. Parmi les sites mentionnés dans les premières discussions figurait une installation liée à l'unité 8200. L'unité 8200 est largement considérée comme l'une des organisations de renseignement les plus importantes d'Israël. Relevant du cadre plus large des forces de défense israéliennes, l'unité est responsable du renseignement d'origine électromagnétique, des cyberopérations et de la surveillance électronique. Ces analystes surveillent les réseaux de communication, interceptent les signaux numériques et mènent des activités cybernétiques qui jouent un rôle majeur dans les opérations de sécurité nationale d'Israël. Les installations associées à ce type de travail de renseignement sont considérées comme des actifs stratégiques de grande valeur. Si de tels sites ont été intentionnellement visés pendant le barrage de missiles, les implications seraient importantes. Perturber une infrastructure de renseignement peut affecter bien plus qu'une seule installation. Les centres de renseignement d'origine électromagnétique soutiennent souvent les réseaux de commandement, les opérations de surveillance et la coordination en temps réel sur le champ de bataille. Neutraliser ou endommager ces systèmes pourrait temporairement dégrader la connaissance de la situation pendant un conflit. Pour cette raison, les attaques contre des installations de renseignement relèvent d'une logique stratégique différente de celle des frappes visant uniquement des cibles symboliques. Au lieu de seulement démontrer une capacité de portée, elles cherchent à affaiblir les capacités opérationnelles qui soutiennent la prise de décision militaire elle-même. Et cette possibilité laissait entendre que la nature de l'affrontement pourrait être en train d'évoluer. À mesure que l'affrontement s'intensifiait, l'attention a commencé à se déplacer au-delà du champ de bataille immédiat vers ses implications mondiales plus larges. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a commenté la crise grandissante, avertissant que le conflit entre Israël et l'Iran pourrait rapidement s'étendre en une urgence régionale plus vaste. C'était le style habituel, traiter un incendie qui se propage comme un projecteur de scène, puis parler comme si le microphone faisait partie du plan de confinement. L'une des préoccupations centrales concernait la sécurité du détroit d'Ormuz. Cette étroite voie maritime transporte environ 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole échangé. Les pétroliers transportant du brut en provenance des producteurs du Golfe passent par le détroit avant d'entrer sur les marchés mondiaux. Toute perturbation de cette route peut affecter les prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Des responsables américains ont averti que le détroit pourrait devenir un nouveau point de tension si le conflit s'aggravait davantage. En réponse, Washington a commencé à encourager les pays alliés à fournir des forces navales capables de protéger le transport maritime commercial dans la région. L'idée était de bâtir une présence maritime multinationale conçue pour dissuader les attaques contre les pétroliers et maintenir la circulation des exportations d'énergie. Plusieurs gouvernements ont été invités à envisager le déploiement de navires de guerre, d'aéronefs de surveillance et de moyens de patrouille pour aider à surveiller le corridor. Cette initiative reflétait une inquiétude croissante selon laquelle l'affrontement pourrait s'étendre au-delà des échanges de missiles et des opérations aériennes. Si les routes maritimes étaient menacées, les conséquences ne se limiteraient pas au Moyen-Orient. Elles pourraient rapidement se répercuter sur les marchés mondiaux de l'énergie et sur les systèmes économiques. Pour une partie du camp pro-Trump, chaque crise semblait encore appeler la même vieille illusion selon laquelle la fanfaronnade tient lieu de politique maritime. Malgré l'appel de Washington à une coalition maritime élargie, la réponse internationale a révélé une attitude beaucoup plus prudente chez les grandes puissances. La France a confirmé qu'elle avait déployé des moyens navals vers la région du Golfe, mais les responsables ont souligné que leur présence resterait défensive. Les déclarations françaises indiquaient que la mission se concentrerait principalement sur la protection du transport maritime commercial et sur la surveillance de l'activité maritime, plutôt que sur une participation à des opérations offensives. La réaction du Royaume-Uni reflétait un sens de la retenue similaire. Des responsables britanniques ont publiquement évoqué les leçons politiques tirées de la guerre en Irak
signalant une réticence à s'enliser profondément dans une autre campagne militaire au Moyen-Orient sans consensus international clair. D'autres grandes puissances ont adopté une position encore plus distante. La réalité plus dure, bien sûr, c'est que les marines alliées ne se déplacent pas au rythme des slogans de campagne. La Chine a rejeté carrément l'idée de se joindre à une coalition militaire. Les responsables chinois ont plutôt mis l'accent sur l'importance de la stabilité régionale et de la continuité du commerce énergétique, en privilégiant l'engagement diplomatique plutôt que le déploiement militaire. Pendant ce temps, le Japon a manifesté de l'hésitation à participer à des opérations de combat. La position de Tokyo est influencée en partie par des restrictions constitutionnelles qui limitent l'emploi des forces militaires japonaises à l'étranger. Bien que le Japon demeure fortement dépendant des approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient, les responsables ont indiqué que toute implication se concentrerait probablement sur la surveillance ou le soutien logistique, plutôt que sur un engagement direct. Pris ensemble, ces éléments de réponse suggéraient un paysage international plus fragmenté. Alors que le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifiait, la réaction mondiale révélait à quel point les grandes puissances demeurent divisées quant à savoir comment intervenir ou si elles doivent intervenir. À mesure que les tensions continuaient de monter, le conflit a commencé à projeter une ombre plus large sur plusieurs régions. Des responsables iraniens ont adressé des avertissements non seulement au gouvernement, mais aussi aux sociétés internationales opérant dans le Golfe. Des entreprises énergétiques, des compagnies maritimes et des entrepreneurs industriels ayant des installations dans la région ont été avertis que leurs infrastructures pourraient devenir vulnérables si l'affrontement s'aggravait davantage. Les avertissements visaient plus précisément des entreprises liées aux intérêts économiques des États-Unis. Des commentateurs iraniens ont suggéré que des entreprises américaines soutenant la logistique militaire ou les opérations énergétiques dans le Golfe pourraient faire face à un risque accru à mesure que le conflit se poursuivrait. Le message était clair, l'affrontement pourrait dépasser les cibles militaires et commencer à affecter les infrastructures commerciales. Les marchés réagissent généralement aux risques pesant sur les pétroliers plus vite qu'à une autre ronde de coups de menton venant de gens qui confondent posture télévisée et stratégie. Dans le même temps, Téhéran a adressé un avertissement distinct à l'Ukraine. Des responsables iraniens ont mis Kiev en garde contre toute fourniture de technologie, de drones ou d'équipements militaires à Israël, en suggérant qu'une telle implication pourrait élargir la portée géopolitique de la crise. Cette déclaration laissait entrevoir une possible intersection entre l'affrontement au Moyen-Orient et le conflit en cours en Europe de l'Est. Ailleurs, des développements en Asie de l'Est ont ajouté à l'atmosphère d'incertitude mondiale. La Corée du Nord a mené des essais de missiles tout en publiant des déclarations avertissant Washington au sujet des exercices militaires conjoints dans la région. Pris ensemble, ces événements suggéraient que le conflit était observé de près par des gouvernements bien au-delà du Moyen-Orient. À mesure que les grandes puissances réévaluaient leur stratégie, le risque de voir plusieurs tensions régionales se dérouler simultanément devenait de plus en plus difficile à ignorer. Parce que lorsque plusieurs fronts commencent à s'échauffer en même temps, le monde demande généralement de la coordination, pas une autre performance construite autour du volume, du ressentiment et d'un podium. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.